C'est un peu voilà, un peu notre raison d'être chez CVE. On est sur des projets ancrés dans les territoires, avec essayer de respecter au maximum cette logique d'économie circulaire. Donc on n'est pas sur des énormes projets. Donc on parle de projets qui vont représenter environ entre 10 et 20 millions d'euros d'investissement au niveau économique. La création d'une dizaine d'emplois directs sur le site pour l'exploitation et indirects, avec tout ce qui concerne notamment l'acheminement des matières et puis le retour au sol de l'engrais organique. Et puis en exploitation de ces sites qui vont être exploités pendant plusieurs décennies, on va avoir des retombées aussi économiques localement qu'on mesure en tout cas sur la taille de nos projets à environ 600 000 euros par an, dans le tissu des entreprises locales. Ces projets-là, ils vont apporter un service, on l'a vu, de traitement de déchets, notamment pour des industriels agroalimentaires, par exemple, ou des collecteurs, des producteurs de matières organiques, de déchets organiques, des grandes surfaces, etc. Et puis, la fourniture d'un engrais organique qui va venir en substitution des engrais chimiques pour les agriculteurs partenaires de nos projets. Et puis, au niveau environnemental, bien entendu, via la production de gaz vert. Donc, on est sur des projets qui vont être compris entre 25 et 30 gigawattheures de gaz injectés chaque année. On va éviter entre 5 et 10 000 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc CVE, qui nous sommes et qu'est-ce que l'on développe comme type de projet? J'en ai un petit peu parlé. Si on prend un peu plus de hauteur, parce que là, moi, je représente aujourd'hui CVE Biogaz. CVE Biogaz est une des filiales du groupe CVE, donc qui est un producteur indépendant d'énergie renouvelable. Et donc, on intervient sur les trois énergies que vous voyez, le solaire, photovoltaïque, l'hydrogène et donc la méthanisation, ce qui nous concerne aujourd'hui. Et on adresse vous l'avez compris, différents acteurs, que ce soit le monde industriel, les entreprises, en leur apportant une solution de valorisation de leurs déchets localement, les collectivités pour les mêmes raisons, et puis le monde agricole également pour valoriser la matière organique, et puis retour au sol d'un engrais qui va venir en substitution, comme je le disais, des engrais chimiques. Et donc, CVE, on s'inscrit sur toute la chaîne de valeur d'un projet finalement, puisqu'on en assure le développement, un développement qui va durer plusieurs années pour partir d'un terrain nu finalement, et puis arriver à un projet de méthanisation opérationnel. On va en assurer le financement, le suivi de la construction et puis aussi, chose importante, l'exploitation, au travers également de la vente d'énergie, mais aussi l'exploitation, les personnels qui sont embauchés sur les sites pour exploiter les centrales. Ce qui veut dire qu'on s'inscrit aussi dans la durée sur les territoires dans lesquels on s'implante. Quelques chiffres rapidement. Donc on a quelques implantations à l'international uniquement sur notre activité solaire. Donc l'entreprise est française, je ne l'ai pas dit, mais voilà, entreprise française créée il y a une quinzaine d'années aujourd'hui et qui représente aujourd'hui à peu près 450 collaborateurs avec pour la France 300 personnes environ. Et donc sur toutes les activités confondues, en sachant qu'on est une centaine sur les activités méthanisation. Voilà. Le modèle que l'on défend, j'en ai un peu parlé. Vous avez sous les yeux un peu une jolie phrase, on va dire, mais qui reprend le côté circuit court, économie circulaire, énergie produite de façon décentralisée. Concrètement, ça se traduit comment? C'est ce que j'ai dit, c'est des projets qui sont à taille des territoires, on va dire, entre 25 et 25-30 gigawattheures de production de biométhane par an. Ça représente entre à peu près 20 et 30 000 tonnes de matière traitée. Avec des rayons d'approvisionnement, chose importante qu'on essaye de limiter au maximum. On parle souvent de quelques dizaines de kilomètres pour aller s'approvisionner en matière organique plutôt issue des industries agroalimentaires. Et puis on resserre encore le curseur quand on parle de matière organique collectée dans le monde agricole, puisque là on est sur entre 5 et 15 kilomètres globalement de collecte. Donc ça, j'en ai un peu parlé. Voilà les trois types de personnes à qui on s'adresse, le monde industriel, les collectivités, le monde agricole. Je vais passer à
à la diapo suivante qui peut-être reprend dans d'autres termes tout ça. CVE, on sait depuis quelques années déjà, on a voulu se positionner comme un acteur notamment du monde du déchet. Puisque vous l'avez compris, pour alimenter ces usines de méthanisation, il faut de la matière organique. Donc elle est présente. En France, on a une production agricole qui est présente un peu partout sur les territoires. Mais la matière organique issue d'industrie agroalimentaire, notamment, c'est autre chose. Il faut aussi aller la chercher, il faut avoir les équipes pour. Et donc tout ça, c'est géré chez nous au travers d'une de nos filiales qui s'appelle Ecovalim. Et aujourd'hui, on a des gens implantés partout en France qui vont discuter directement avec les producteurs de matières organiques, industriels, moyennes et grandes surfaces, producteurs locaux, etc. On va également, au travers de cette filiale, pouvoir répondre à des appels d'offres publics, par exemple pour la gestion des biodéchets de certaines métropoles qui ont mis en place, alors c'est le cas par exemple ici à Nantes, c'est le cas dans d'autres villes sur lesquelles on s'est positionné sur ces marchés de collecte et de traitement de biodéchets, Bordeaux, Rennes notamment. Donc voilà, tout ça c'est géré au travers de notre filiale Ecovalim. Notre cœur de métier CVE, donc ça reste quand même de produire de l'énergie. Donc là c'est CVE Biogaz qui porte cette activité. Produire de l'énergie, c'est produire du biométhane, comme je l'ai dit, mais également du CO2 biogénique, puisque le biogaz qui est produit dans une unité de méthanisation est composé à peu près à 50% de méthane et 50% de CO2. Et donc localement, il y a aussi des usages, la plupart du temps, de CO2 biogénique, souvent justement pour les industries agroalimentaires. Et donc on va pouvoir capter ce CO2 sur les sites afin de le restituer aux entreprises agroalimentaires du secteur. Et puis, pour boucler la boucle, finalement, il y a le retour au sol des matières, on l'a vu, qui est très important. Et donc tout ça, chez nous, c'est piloté par une équipe de spécialistes issus avec plutôt un bagage agricole et qui vont piloter sous la marque Régénère le retour au sol du digestat, donc de l'engrais organique. Rapidement, en quelques mots, le processus de développement d'un projet de méthanisation, je ne sais pas si ça vous est familier, mais voilà, on est sur des projets qui mettent du temps à émerger. Là, vous avez sous les yeux un processus de développement global. On compte 2 à 3 ans de développement, puis 18 mois ensuite de construction de l'unité. Là, on parle d'un temps de développement, on va dire, quand tout se passe bien, mais ça peut être un peu plus que ça. Et donc on va assurer, notamment au travers des équipes de développement que je représente aujourd'hui, toute la coordination des différents métiers que cela nécessite pour amener un projet, partir d'un terrain vierge et finalement l'amener à un projet qui va avoir obtenu ses autorisations administratives, qui va avoir trouvé un exutoire localement pour épandre pour le retour au sol de la matière organique, et puis qui va avoir trouvé de quoi s'approvisionner en matière. Donc voilà, on va vraiment piloter toute cette phase de développement et d'études qui est nécessaire et qui dure 2-3 ans dans le meilleur des cas. Pendant laquelle on va assurer aussi, ça c'est quelque chose sur lequel on est très attaché, une phase de concertation locale avec des cabinets spécialisés dans cette approche-là avec qui on travaille. L'idée étant de communiquer, d'être ouvert aussi à l'échange avec les riverains des projets que l'on va implanter sur les territoires. Et puis derrière, on part sur une exploitation d'environ une trentaine d'années pour ces sites-là, en sachant que également pendant toute cette phase d'exploitation, on va mettre en place ce qu'on appelle un comité de suivi. On va se réunir généralement 1 à 2 fois par an avec les entreprises localement implantées, avec les riverains, les élus, pour partager de l'information, communiquer sur le projet, comment ça se passe, s'il y a des choses à améliorer, etc. Et puis pour terminer, je n'ai pas fait attention au timing, mais pour terminer, concrètement, je voulais vous partager un de nos projets. Donc, aujourd'hui, on a une petite quinzaine d'unités en exploitation CVE sur tout le territoire national et une trentaine à peu près de projets en phase de développement à différents stades. Et là, vous avez une photo
d'Equibio, donc qui est un projet qui est implanté sur le bassin d'Arcachon, qui est en phase de mise en service en ce moment depuis quelques mois, et donc qui a impliqué notamment les élus locaux, hein, au travers de 3 intercommunalités assez proches du projet, qui ont soutenu son développement depuis le début, et puis comme on l'a vu, hein, des agriculteurs aussi partenaires de ce projet. Et ce projet, il traite aujourd'hui environ 20 000 tonnes pour produire 250 mètres cubeurs de biogaz qui est injecté dans les réseaux, et donc consommé et valorisé localement, ce qui représente environ à peu près 3000 foyers en consommation annuelle de gaz. Et sur ce projet spécifiquement, alors ce n'est pas le cas sur tous nos projets, mais vous voyez la machine que vous avez là, qui est un déconditionneur, et donc cette machine est implantée sur ce projet. Elle permet de séparer la matière organique emballée des emballages. Et donc c'est des outils que l'on met en place sur nos sites, et ce qui correspond à notre volonté d'aller adresser, d'amener un service aussi de traitement de déchets pour des producteurs de ces matières emballées, donc souvent plutôt des industries agroalimentaires ou des grandes moyennes surfaces, et qui cherchent des solutions de valoriser cette matière organique. Donc cette machine, elle va permettre de séparer les matières organiques, et cette matière organique va ensuite être traitée dans le méthaniseur en mélange avec des matières agricoles locales. Voilà. Et j'arrive au terme de ma présentation. Donc pour conclure, hein, comment on se positionne aujourd'hui, CVE, finalement, vous l'avez vu, on s'intègre sur toute la chaîne de valeur des projets. On assure une démarche globale de, entre guillemets, clé en main, mais de développement des projets de méthanisation. On emporte, le développement, ça dure plusieurs années, il y a des études à lancer, c'est aussi des moyens humains, hein, donc on porte ce risque financièrement. Chose importante, hein, on voyait gouvernance partagée, partage de la valeur, c'est que on est sur une logique de projet où on va aussi ouvrir le capital de nos projets une fois qu'ils sont dérisqués. Donc généralement c'est juste avant de lancer la construction, et donc on va proposer aux partenaires du projet de pouvoir en être eux-mêmes actionnaires à nos côtés. Donc ça peut être des agriculteurs, hein, localement, qui vont soit nous fournir de la matière, soit mettre à disposition des terres d'épandage, ou les deux. Ça peut être des industriels, et puis ça peut être également des collectivités, puisque au travers soit de sociétés mixtes, ou directement des communes ou des intercommunalités sont parfois intéressés pour être partie prenante au capital de ces projets. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon... Oui. Merci. Bonjour, Christine Paillerelas pour la PESA. J'avais une question par rapport au déconditionnement des biodéchets. Donc il y a une étude ADEME là, qui va sortir montrant que la qualité des biodéchets issus du déconditionnement n'est pas au rendez-vous, et qu'il y a des microplastiques et des plastiques encore dans ces biodéchets. Est-ce que vous avez regardé ce volet-là, les inertes et les plastiques en particulier? Alors ce volet-là, oui, on le regarde bien entendu. C'est un des points principaux, hein, de cette activité-là, de séparer la matière organique des emballages, hein, au travers de la machine là qu'on a vue. Bien entendu, aujourd'hui, il y a bon, cette étude, je ne l'ai pas lue en entier, j'en ai entendu parler. Mais c'est vrai que l'ADEME s'est appuyée sur cette étude a priori pour aussi annoncer qu'elle ne soutiendrait plus financièrement ces projets-là. Donc ça nous concerne directement. Ne l'ayant pas lu, j'ai pas envie de forcément me prononcer dessus. Ce que je peux dire, c'est que y a quand même des outils de déconditionnement, il y en a pas mal, hein, sur le territoire, et bon, c'est pas a priori, moi c'est pas les échos en tout cas. Alors je parle même pas que des outils qui sont pilotés par CVE, hein. C'est pas forcément les échos. Alors on sait que ça peut arriver, hein, bien entendu. Mais vous-même, sur vos déconditionneurs, du coup, quand vous mesurez les inertes et les plastiques, vous arrivez à de bonnes qualités de biodéchets? Oui, complètement. Alors après, il faut les technologies adaptées. Effectivement, les technologies aussi, hein, de déconditionnement, elles ont pas mal évolué ces derniers temps. On était avant sur des technologies peut-être un peu plus destructrices,
et donc il laissait passer des bouts d'emballage en fait, de plastique. Aujourd'hui, il existe aussi des sociétés qui ont développé des technologies qui permettent d'être un peu moins destructrices et donc d'avoir une qualité de soupe, parce qu'on appelle ça de la soupe en sortie de déconditionneur, de la soupe de biodéchets, de qualité suffisante. Ouais. Ouais. Merci. Bonjour, Alice Le 6, Société d'économie mixte, Axe Seine Énergie Renouvelable. J'ai une question sur le mode de commercialisation du biométhane de vos unités récentes. Est-ce que vous êtes toujours sous le tarif d'achat ou est-ce que vous avez commencé à contractualiser différemment pour les unités qui sont au-dessus des 25 GWh par an? Alors, on est toujours sur le tarif d'achat parce que les mécanismes, alors je suis passé peut-être un peu vite tout à l'heure, mais aujourd'hui, voilà, il y a un tarif d'achat qui est soutenu par l'État, qui existe, qui est le mécanisme qui est principalement utilisé dans la filière, qui jusqu'à 2023, si je ne dis pas de bêtises, n'avait pas forcément de limite en termes de capacité de site. Et qui 2020, pardon, merci. Et qui, voilà, depuis 2020, a capé finalement les sites à 25 gigawattheures. Donc, on s'inscrit, nous, globalement, enfin très majoritairement dans ce cadre-là. J'ai parlé de la taille de nos projets. On n'a pas vocation à faire des projets énormes sur les territoires. Malgré tout, il existe maintenant des nouveaux mécanismes. Et puis localement, on peut aussi avoir parfois, en fonction de la quantité de matière organique disponible sur le territoire, en fonction de la présence ou non d'outils sur le territoire déjà présents pour traiter ces matières-là, on peut être amené à réfléchir là depuis pas longtemps, parce que au travers du système des CPB, on a la capacité aujourd'hui de produire plus que 25 gigawattheures avec un mécanisme qui n'est plus soutenu par l'État, qui est extra-budgétaire, mais qui permet malgré tout, qui donne un cadre en gros à la valorisation. Et donc on étudie, mais on n'a pas encore contractualisé de CPB, mais on étudie ça très sérieusement. Ouais. Et par ailleurs, on travaille aussi sur un troisième, finalement, c'est peut-être le troisième mécanisme qui existe, dans lequel là, il n'y a pas de cadre, qui est ce qui s'appelle les BPA, donc pour Biogas Purchase Agreement. En gros, c'est des contrats de gré à gré entre un producteur de biométhane et un industriel, enfin un consommateur. Et donc, on a certains projets en développement qui réfléchissent à ce cadre-là actuellement. Voilà. Mais qui ne sont pas encore, on n'a pas encore signé de contrat, mais on a des projets qui avancent bien, voilà, pour apporter une solution, notamment à certains industriels qui ne peuvent pas décarboner leur activité complètement en passant à l'électricité. Vous avez certains process industriels qui nécessitent d'avoir notamment des très hautes températures de fusion, par exemple, et qui ne peuvent être obtenus qu'avec le gaz. Voilà. Merci. Merci à tous. Bon salon. Bonne journée. Okay, that better? Yeah. Sorry to be speaking in English in a French conference, but you wouldn't want to hear my French. It would be bad. So good morning. Really nice to be here. What I want to talk about is some work we've been doing in the UK around on-farm anaerobic digestion. So a little bit about the organisation that I represent, IFEA. So we're a not-for-profit organisation, and our aim is around accelerating action to reduce methane emissions. Some of our supporters are on screen, Institute of Mechanical Engineers, CNH, Industrial, who make methane tractors, for example, and other organisations. So I'm going to talk about a project we're looking at in the UK, and it's about encouraging the uptake of on-farm anaerobic digestion and methane capture projects in the southwest of the UK, so in Cornwall. And really we have 5 themes in this project. So we're looking at the technology, so what technology do you need? How do the farmers finance this? And then also looking at skills and finance. So what I'll talk about today is a little bit about the principle, but what is the action that we've found you need to do? So
I think we all know this, but most of the methane in the UK comes from agriculture. It's a really big source for all of us, and livestock is the largest contributor to that, both the enteric emissions and also from the manure. So we can prevent these emissions in two ways. Anaerobic digestion, like the presenter before me has spoken about, so in other words you process the manure in an anaerobic digester, or some technology that we've been developing in Cornwall by a company called Bennaman, for example, where simply you cover the slurry lagoon, so where the manure is stored, and then that collects the methane and then you can process and use it. So perhaps a simpler solution. But what we know is whatever you do, if you prevent methane emissions by processing the manure, you're reducing greenhouse gas emissions, but also it produces a very useful fuel. So the graph here is showing greenhouse gas emissions for a truck, and you'll see that the green bar is the fossil fuel version, so here the diesel version, but the blue bar at the top is biomethane from manure, and you can see that you can get a net negative CO2 emissions. So in other words, it's a very useful thing to do. But how does this work where the dairy farms are? So in the UK, you'll see the map shows the concentration of dairy farms. So this is where a lot of manure is produced. So you'll see there in the southwest of the country, really where it rains a lot. So there's plenty of grass for the cows to eat. Our project, for interest, is based in the southwest of the UK, so that's in Cornwall, where there are many small dairy farms. So these are small dairy farms, 100, 200, 400 cows, so not large like you might have in the US. So the dairy farms are concentrated in the southwest of the country, but also what you find is that in these areas, these more rural areas, there is less gas grid infrastructure. So in other words, if you produce biomethane, it's more difficult to get it into the gas grid. So the graph in the middle shows how many homes are on the gas grid. So you'll see that in the areas where there are plenty of dairy farms, there isn't much gas grid. So is this a problem for transporting your methane? And also, in the bottom right-hand corner, this is some of the roads in Cornwall, so the southwest of the UK, rural road system. And this is a coach who was stuck in this lane for overnight because he miscalculated how wide his vehicle was compared to the road. So is it useful to be transporting manure around to large digester plants when really the road infrastructure isn't suitable? So on-farm smaller on-farm plants can be really useful here, but what we know is that in the UK, hardly any of the manure that is produced is actually used in anaerobic digestion. So you'll see that livestock manure is the bottom bar, the red one, and you'll see that this is less than 3% of the manure is actually used for anaerobic digestion, so for producing methane. So why was really the question we were trying to answer here. So what we've done is engage with farmers and stakeholders involved in this industry. So some of the people who are making anaerobic digesters, some of them who, the farmers who we would like to use the anaerobic digesters on their farms, but also in the supply chain. So we've been speaking to dairy producers and also industrial users who might then also want to use the biogas. So we looked at different categories of reasons, really, why people may not be starting to use this technology. So the first two categories I have on this slide is around policy and then technology. And policy links very strongly into finance. We know that the growth of anaerobic digestion plant does depend on whether the policy is supportive or not. And so what we find is that grants for installing the infrastructure is very important. So in the UK, there are some grants for slurry lagoon infrastructure, so where you store the manure, and some of those cover the covers that you might use to capture methane, but not the whole cost. Then if we look at gas subsidies, the subsidies for gas produced only apply to gas that's injected into the gas grid. So that means that if you're producing methane on farm, you
don't get those gas subsidies. So that's a really important factor when you're looking at how plants are financed. Now, the other factors which could help investment from farmers are measures within the supply chain. So, for example, if the dairy processors, so who are using the milk to make cheese or yogurt, had tax breaks for improving the emissions within their own supply chain, so for improving their own Scope 3 emissions, would that encourage the farmers that supply their milk to install anaerobic digester plants? And another topic that we see discussed very often at the moment in the UK is around carbon credits. You know, it's an early market for anaerobic digesters for us, but there's seen as real potential for carbon credits, but we're not clear yet whether that's a realistic mechanism, and particularly for farmers where if there's a lot of complexity of administration, that may discourage them. But the potential is there to provide extra income, which would be very valuable. We looked at technology, so where the developers need some activity. So this is views from the developers themselves, so where the investment is needed for them. Clearly we need to understand where the feedstocks were, but in terms of equipment, it's around improving digestion efficiency. So there's some interesting technologies being developed in the UK using electricity within the within the digestate to improve digestion rates. Gas processing is a really big issue. If you collect biogas from your anaerobic digester or your covered slurry store, you can use that in some generators, but if you want to use that as vehicle fuels, you then need to remove the CO2. And having small gas processing plants is then an enabler for doing that, for refueling vehicles locally. But producing that kind of equipment, which is cost effective, is important. Now, there are some manufacturers who are doing this within the UK, but it's early in the market. And then in terms of enabling, data is a really important factor here. So we need to understand how best the gas can be used on farm, so to integrate within the energy system that the farmer has, generating electricity to power his farmhouse and his dairy equipment, for example. But if we're looking to use the gas off farm, so it's useful for the vehicle drivers to know where that gas is. So if you imagine using an Internet of Things technology so that you can locate where the gas is on different farms, that means that, say, if you're a dairy processor, you could fuel your tankers who are collecting the milk from the farms that you're collecting the milk from. Now, this is quite a detailed slide about UK, but what we found was a really big barrier for farmers and manufacturers was the permitting and planning regulations made a huge difference in terms of the complexity of installing anaerobic digestion systems. So in other words, this is a really major barrier for farmers. There's paperwork which can take some years if it goes badly. So if we're looking at operating permits, there are requirements around training, which for a farmer operator are really not relevant. So we need to redesign those courses. Then if we're looking at the permits, some of them allow electricity generation, some of them don't allow vehicle fueling. There's a complexity here which needs rationalising. And then there are requirements around retention time within digesters, and which means that some of the newer technologies cannot give the full benefits that they might otherwise do. So the cost of investment doesn't return as well as it could. And then if you look at environmental regulations, the regulations around biodiversity can be quite strict, and in the cases of a non-farm anaerobic digester, to a large extent you're often putting a container on a yard area which was already a concreted yard, so you're not changing the biodiversity, but a requirement around making net benefits of biodiversity really holds these projects back. And planning, obtaining a planning permission for an anaerobic digester, even a non-farm one, if you have to do it, can be complex. So there's a range of barriers which are happening in the UK, which
need addressing to encourage this kind of on-farm project to grow. I suppose a good question to ask at the end is what happens if we can get through these barriers? What are the benefits? So I'll, to close, talk a little bit about the circular economy we see and then give an example of a project that's been happening in the UK. So in practice, and we saw this in the previous presentation, if we use an on-farm anaerobic digester or methane capture, you can support energy independence of the farm. So, and it's a circular economy. So in other words, the cows eat the grass, you capture the methane from their waste to make biogas, to generate electricity or vehicle fuel from that. But then the residues are circulated round to help fertilise the grass. So you're avoiding using chemical fertilisers and also the fossil fuels on farm. So in other words, you make yourself a very nice circular economy. So one of the farms that we see developing a methane capture system is in Cornwall, and this is with Bennaman and CNH have developed a technology which has been trialled in Cornwall. So you'll see here that rather than having an anaerobic digester, what's here is a cover over the slurry lagoon. So the green cover captures the methane from the slurry lagoon, and then the processing equipment is what you'll see in front of that green cover. So that removes hydrogen sulfide and CO2. So that can then fuel the tractor, which you can see in the foreground. So that's the CNHI methane tractor. So what the farmers have reported is they replaced their own fossil fuels. So the figures that we see from farms who are trialling the technology is they're saving tens of thousands of pounds of expenditure on fossil fuel, so diesel for their tractors and generator sets, for example. But then what they're also reporting is that they're reducing their fertiliser use sometimes by half, and also finding that their grass yield is better. They're also reporting better water management, because what happens is that water is captured on these covers, which can then be used on farms. So in other words, it gives them an additional water source. And also that means there is less water in their slurry, so their tanks or stores have better capacity. And obviously a reduced milk carbon footprint. So we're seeing some really good benefits, but there are some enablers around policy and finance which really need attention before this can roll out to its full potential. So thank you very much. If you're in the UK, we have an event on next week, which we'd be very pleased to see you there, but otherwise I'd be happy to take some questions from you. Thank you.